À 45 ans, je suis tombée enceinte, pour la toute première fois. Pendant mon échographie, l'expression du médecin a complètement changé. Elle m'a doucement demandé de m'écarter, et m'a dit, « Malène, avant d'appeler ton mari, j'ai besoin que tu regardes quelque chose, très attentivement. » 12 semaines de grossesse, premier bébé, 3 ans d'essai, 3 ans d'injections, d'échecs successifs, et de trajets de retour sous la pluie, à pleurer si fort que je ne voyais plus la route. J'avais enfin atteint l'échographie des 12 semaines. La bonne. Celle de la sécurité. C'est alors que le visage de mon médecin est devenu livide. Elle a arrêté la sonde d'échographie, en plein milieu de l'examen. Sors un instant. Sarah, a-t-elle dit à la technicienne. La technicienne est partie, la porte s'est refermée avec un léger clic. Est-ce qu'il y a un problème avec mon bébé? Ai-je demandé. Le bébé est parfait, a-t-elle répondu. Il ne s'agit pas du bébé. Elle a essuyé le gel sur mon ventre, rapidement. Les mains tremblantes. J'ai besoin de vous parler, maintenant. Je l'ai suivie dans son bureau. Elle a verrouillé la porte, derrière nous. Je pourrais perdre ma licence pour ça, a-t-elle murmuré. Elle a tourné son écran vers moi. Votre mari est Gareth Mercer. Même adresse, même numéro d'urgence. J'ai hoché la tête, la bouche soudainement sèche. Il est également inscrit sur le dossier d'une autre patiente. Une femme nommée Tanya Birch, enceinte de 26 semaines. La pièce a semblé vaciller. Docteur Ansari, ai-je dit, il doit y avoir une erreur. Gareth ne connaît même pas de Tanya. Elle a détourné l'écran, comme si elle non plus ne pouvait plus le supporter du regard. Je n'aurais pas dû vous montrer cela. Le secret médical ne fléchit pas devant de telles coïncidences. Mais je suis votre médecin depuis 3 ans, Malène. Je vous ai vu pleurer dans ce bureau, plus de fois que je ne peux les compter. Je ne pouvais pas vous laisser repartir d'ici, sans savoir. 26 semaines. Ai-je répété, tandis que ma main se posait, instinctivement, sur mon propre ventre. 12 semaines. À peine un léger arrondi. Cela signifiait qu'elle était tombée enceinte avant moi. Je ne peux pas confirmer les dates, je n'ai vu que le formulaire d'admission. Imprimez-le. Je ne peux pas faire ça non plus. J'ai déjà franchi la ligne rouge, en vous révélant simplement que son nom correspondait. J'étais assise là, dans une blouse en papier qui sentait encore le gel d'échographie. Et j'ai fait le calcul, malgré tout. Parce que c'est ce que l'on fait, quand sa vie entière vient de se briser, un mardi après-midi. 14 semaines nous séparaient. 14 semaines, cela signifiait qu'il était avec elle pendant que nous faisions notre 4e cycle d'insémination artificielle. Pendant que je m'injectais mes hormones dans les toilettes d'une station-service, sur le chemin du retour de chez sa mère. Est-ce qu'il sait que je suis votre patiente, ai-je demandé. Il n'est jamais venu à un rendez-vous avec vous, ici. Je ne le reconnaîtrais même pas s'il entrait. Mais vous avez ces informations? Son numéro de téléphone. Elle a hésité. C'est le même numéro de téléphone, indiqué pour les 2 patientes, comme contact d'urgence principal. Même adresse, également, 4417 Birchwood Lane. Notre adresse. J'ai conduit jusqu'à la maison, ce jour-là, sans me souvenir du moindre kilomètre parcouru. Je me rappelle seulement m'être garé dans l'allée. Et avoir vu la Honda Accord de Gareth, déjà là. Ce qui n'arrivait jamais, à 2 heures de l'après-midi, un mardi. Et je me souviens être resté assise dans ma voiture, pendant 11 minutes, le moteur coupé, à fixer la porte d'entrée, essayant de décider qui j'allais devenir. J'ai rencontré Gareth quand j'avais 38 ans. Il en avait 41, était récemment divorcé, sans enfant, et travaillait comme directeur régional des ventes pour une entreprise de matériel médical. Il me faisait rire, d'une manière que je n'avais plus connue depuis l'université.
Dès notre deuxième rendez-vous, il se rappelait comment je prenais mon café. Il a pleuré à notre mariage, de vraies larmes, et je me souviens m'être dit, voilà. Le genre d'homme qui veut tellement être père, que cela le fait souffrir de ne pas encore l'être. Nous avons essayé pendant 1 an, avant de dire à quiconque que nous essayions. Puis 2 ans, puis nous avons consulté un spécialiste. Le docteur Reyes, à la clinique de fertilité du centre-ville, nous a expliqué que ma réserve ovarienne était faible pour mon âge, et que la FIV était notre meilleure chance. Garrett m'a tenu la main à chaque prélèvement, à chaque transfert, et durant chaque attente de 2 semaines qui se soldait par une seule ligne rose au lieu de 2. Jamais, pas une seule fois, il ne m'a fait sentir que j'étais le problème. Il me massait les pieds, quand les injections me laissaient des bleus sur le ventre. Il me répétait, à chaque fois, on va y arriver, Mel. Je ne vais nulle part. Je le croyais, totalement. C'est cette partie-là qui me tord encore l'estomac aujourd'hui. Non pas qu'il ait menti, mais plutôt à quel point il excellait dans le mensonge. Avec le recul, il y avait des choses, de petits détails que j'avais classés sans y prêter trop d'attention. Un week-end de voyage à Cincinnati pour une conférence de vente, dont je n'ai jamais vu le courriel de confirmation. Un second téléphone qu'il disait professionnel, posé face contre table sur le comptoir, qui vibrait à des heures où aucun client n'aurait appelé. Des retraits d'espèces, 2 cents dollars ici, 3 cents dollars là, qu'il justifiait d'un geste de la main en disant qu'il aidait mon frère pour son camion. Je n'ai rien cherché à vérifier. Quand vous passez 3 ans à supplier votre corps de faire la seule chose qu'il refuse de faire, vous n'avez plus d'énergie pour espionner le téléphone de votre mari. Vous êtes bien trop occupé à vous interroger vous-même. Il y avait aussi cette façon qu'avait sa mère, Carole, de se taire dès que j'évoquais des prénoms de bébés au téléphone. Cette manière d'esquiver, de changer de sujet pour aborder un thème plus sûr. Comme le temps qu'il faisait ou son jardin. Je me disais qu'elle prenait simplement des précautions avec un sujet qui m'avait causé tant de chagrin. Depuis si longtemps. Je ne m'autorisais pas à imaginer qu'elle savait peut-être déjà quelque chose que j'ignorais. Les mères protègent leurs fils comme j'allais apprendre à protéger ma fille, instinctivement, parfois au détriment de toutes les autres personnes présentes. Je suis entré dans la maison. Garrett se tenait dans la cuisine, encore en vêtements de travail, mangeant un sandwich au-dessus de l'évier comme il le faisait chaque jour. Et pendant une seconde suspendue, j'ai failli ne rien dire. J'ai failli laisser passer. De la même façon qu'on lâche la poignée d'une casserole brûlante, avant même que le cerveau n'ait fini de formuler le mot chaud. Comment s'est passé le rendez-vous, a-t-il demandé. Il souriait vraiment. Qui est Tanya Birch? Le sandwich s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Qui? Tanya Birch. Enceinte de 26 semaines. Même numéro d'urgence que moi. Même adresse que cette maison. J'ai vu son visage faire quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 7 ans de mariage. Ses traits ne se sont pas décomposés. Il a calculé. Il y a une diff. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. C'est absurde, Mel. C'est impossible. Mon numéro de téléphone est probablement juste similaire à celui de quelqu'un d'autre. Ça arrive. Il n'est pas similaire? Garrett. C'est le même numéro. Celui que tu as donné à la clinique de fertilité. Celui de notre forfait mobile commun. Il a posé son sandwich. Je ne connais pas de Tanya Birch. Je l'ai cru pendant exactement 4 jours de plus. La première fissure est venue d'un détail stupide. Un reçu que j'ai trouvé coincé dans la console de son camion, alors que je cherchais un chargeur de téléphone. Un magasin de meubles situé à 40 minutes de chez nous. Une adresse de livraison inconnue sur Aldécourt. Un berceau et un fauteuil à bascule pour
Bébé, payé en espèces, daté de 6 semaines auparavant. Je me suis dit que c'était pour sa sœur, qui avait une fête prénatale de prévue. Je me suis dit que les gens payaient souvent des meubles en liquide, que cela ne signifiait pas forcément ce que mon instinct me dictait. Puis j'ai trouvé le second indice. Une notification par SMS a clignoté sur son écran de téléphone. Pendant qu'il chargeait sur la table de chevet, juste avant qu'il ne s'en saisisse pour le retourner face contre table, comme d'habitude. Hâte de te voir ce soir, T. Il m'a assuré qu'il s'agissait de Todd, un collègue du bureau de Cincinnati. Il l'a dit si vite, si naturellement, que pendant une fraction de seconde, je me suis permis d'y croire. Parce que le croire était bien plus facile que d'affronter la réalité. Mes mains tremblaient. Tellement, ce matin-là, que je n'arrivais pas à tenir ma tasse de café. Je l'ai posée, et elle s'est mise à s'entrechoquer contre la soucoupe, comme une petite alarme retentissant dans ma cuisine. Je me souviens avoir pensé, c'est mon corps qui me dit ce que mon cœur refuse encore d'admettre. J'ai appelé ma sœur, Renata, ce soir-là. Elle est assistante juridique dans un cabinet d'avocat en droit de la famille, en centre-ville. C'est la seule personne à qui je confie les aspects de ma vie dont j'ai honte. Prends un avocat avant de l'affronter à nouveau, m'a-t-elle conseillé, pas après, avant. Dès qu'il saura que tu es au courant, il commencera à cacher l'argent, les preuves, et à la cacher, elle. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à cacher pour l'instant. Mel, il y a une autre femme enceinte. Qui a ton adresse enregistrée dans son dossier? Il y a déjà énormément de choses à cacher. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate, Diane Okafor. 22 ans de pratique en droit de la famille. C'est Renata qui m'avait donné son nom, car Diane avait la réputation d'être redoutable au tribunal, et impitoyable face aux actifs dissimulés. Avant que vous ne m'en disiez plus, m'a dit Diane lors de notre premier rendez-vous, tout en faisant glisser un bloc-notes sur son bureau. J'ai besoin que vous compreniez une chose. Dans notre état, l'infidélité seule ne change généralement pas grand-chose à l'accord de divorce. Mais s'il a détourné des fonds communs pour entretenir un autre foyer. Meubles, loyer, frais médicaux pour une grossesse qui n'est pas la vôtre. Alors il s'agit d'une faute financière. C'est une dissipation des biens conjugaux, et cela pèse très lourd dans la balance. J'ai donc besoin de preuves financières. Il nous faut des preuves de tout, relevé bancaire, relevé de carte de crédit, tout ce qui montre où l'argent est allé, sur la dernière année. Au minimum. Et Malène, je vais vous le dire gentiment. Si vous comptez rester dans cette maison pendant que vous rassemblez ces éléments, vous devez être prudente. Ne lui donnez aucun indice. Les gens font des choix désespérés lorsqu'ils se sentent acculés. Elle m'a recommandé un détective privé. Un homme nommé Curtis Hall, un shérif adjoint à la retraite qui menait des enquêtes conjugales depuis 11 ans. Je l'ai rencontré dans un café, à 2 villes de là, un endroit où Garrett ne mettrait jamais les pieds. Donnez-moi l'adresse indiquée sur ce reçu, m'a dit Curtis, l'adresse de livraison. Donnez-moi son nom complet, et laissez-moi 2 semaines. Je lui ai donné les 2. Ensuite, je suis rentré chez moi. J'ai continué à vivre au sein d'un mariage auquel je ne croyais plus, souriant à mon mari pendant le dîner, lui demandant comment s'était passée sa journée, le regardant me mentir droit dans les yeux. Une fourchette à la main. Le deuxième engrenage a commencé avec la facture de téléphone. Je n'avais jamais examiné de près notre compte mobile joint. Garrett s'occupait toujours des factures, affirmant qu'il aimait que ses affaires soient bien organisées. Mais Diane m'avait conseillé de récupérer tous les relevés possibles. Je me suis donc connecté au site de l'opérateur, grâce à un mot de passe que j'avais trouvé, noté à la fin d'un de ses vieux agendas. Et le voilà. Un numéro qui n'était pas celui de Todd de Cincinnati. Un numéro qui lui envoyait, en moyenne, 41 SMS par jour.
Je me suis dit que c'était peut-être quand même le travail. Les prestataires appellent sans cesse, me disais-je, et les commerciaux passent leur vie au téléphone. Puis, j'ai vu le journal des appels d'il y a 3 semaines. Un appel de 90 minutes à 23h47, précisément le soir où il m'avait dit s'être endormi sur le canapé devant un match. Mon estomac s'est noué si violemment que j'ai dû m'asseoir sur le carrelage de la salle de bain. Je ne l'ai pas affronté. La voix de Diane résonnait dans ma tête. Ne lui donnez pas l'alerte. À la place, j'ai discrètement ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom, dans une autre agence. J'ai utilisé une boîte postale pour les relever, afin que rien n'arrive à la maison. J'ai commencé à photographier chaque document sur lequel je pouvais mettre la main, avant qu'il ne rentre du travail, relevé, reçu, carte grise de son camion, acte de propriété de la maison. J'enregistrais les photos dans un dossier sur le cloud, sous un nom qu'il ne penserait jamais à chercher, ID chambre bébé. Ce dossier était enfoui au milieu de 40 photos de berceaux et de chaises berçantes, que j'avais sauvegardées des mois plus tôt, à l'époque où je croyais encore que la chambre que je préparais était destinée à la famille que nous formions. J'y suis devenu doué, bien plus vite que je ne l'aurais cru. J'ai appris à vérifier le journal des appels avant de dormir, à effacer mon historique de navigation par automatisme, et à garder un petit carnet dans ma boîte à gants, plutôt que sur mon téléphone. Je détestais la facilité avec laquelle j'y parvenais, la rapidité avec laquelle j'avais appris à vérifier le journal des appels avant de dormir, à effacer mon historique de navigation par habitude, et à cacher un petit carnet dans ma boîte à gants au lieu de mon téléphone. Je détestais à quel point tout cela m'était devenu naturel, comment, en si peu de temps, une femme qui n'avait jamais caché le moindre secret à son mari en 7 ans de mariage s'était transformée en quelqu'un capable de dissimuler une double vie entière, juste sous ses yeux. Pendant que lui s'affairait à cacher la sienne. Curtis m'a appelé 8 jours plus tard. J'ai une identification positive, m'a-t-il dit. Tanya Birch, 29 ans, travaille comme hygiéniste dentaire. Elle loue un 3 pièces sur Aldécourt. Le camion de votre mari a été photographié à cette adresse 6 fois ces 2 dernières semaines, dont 2 fois toute la nuit. J'ai aussi découvert qu'il est enregistré comme utilisateur autorisé sur une carte de crédit liée à son nom. Le compte a été ouvert il y a 4 mois. Il paie son loyer. Tout l'indique. J'ai également vérifié le registre de la propriété du comté. Il ne figure pas sur le bail, ce qui signifie que ce second foyer n'existe pas officiellement sur le papier. C'est officieux. C'est en fait une bonne chose pour vous. Cela signifie qu'elle ne peut faire valoir aucun droit sur la maison, mais cela prouve aussi que chaque dollar qu'il dépense là-bas provient directement du compte commun, sans aucune protection. J'ai raccroché, et je suis resté assise dans ma voiture, sur le parking d'un supermarché, pendant 40 minutes, avant de trouver la force de rentrer. Ce week-end-là, j'ai croisé une ancienne collègue de Garrett à la pharmacie, une femme prénommée Beth, qui s'occupait autrefois d'organiser la fête de fin d'année de l'entreprise. Elle m'a demandé, avec une prudence enjouée, comment allaient les choses. Quelque chose dans son regard fuyant m'a fait comprendre qu'elle en savait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Je n'ai pas insisté. J'ai repensé à ce moment des centaines de fois depuis. Combien de personnes dans l'entourage de Garrett l'avaient probablement vu avec Tanya, à un moment ou un autre, dans un restaurant, dans une station-service, et n'avaient rien dit parce que ce n'était pas leur mariage qu'il fallait protéger. Je ne leur en veux plus aujourd'hui. Je comprends, désormais, à quel point il est facile de détourner les yeux de ce qui ne nous appartient pas. Le troisième engrenage a été la photo d'échographie. Je l'ai trouvée par hasard, glissée dans la poche zippée de son sac de sport, alors que je cherchais sa carte de mutuelle pour un autre rendez-vous. Une impression en noir et blanc. Un tampon de date dans le coin, 22 semaines. Une petite main,
les doigts écartés. Figé au milieu d'un geste de salut. Au dos, d'une écriture qui n'était pas la sienne, quelqu'un avait écrit. Notre fille. J'ai du mal à croire que le moment soit presque venu. Je me tenais debout dans notre chambre, tenant la photo de la fille d'une inconnue. Une fille que mon mari avait apparemment déjà rencontrée, qu'il aimait déjà, et dont il revendiquait la paternité avec une autre, pendant que ma propre échographie de 12 semaines reposait dans un tiroir, à 1 mètre de là, sans prénom. Et sans qu'il ne s'y investisse d'une quelconque manière qui me semble réelle. Je n'ai pas pleuré. Cela m'a surprise, plus que tout le reste. Je suis simplement resté là, immobile, comme on se fige face à un danger imminent. J'ai pris une photo de l'échographie, et je l'ai remise exactement là où je l'avais trouvée, dans la poche zippée, pliée de la même façon. Ce soir-là, au dîner, Gareth m'a demandé de lui passer le sel. Je le lui ai passé, et ma main n'a pas tremblé d'1 millimètre. Je pense que c'est à ce moment précis que quelque chose en moi a fini de se briser, pour se reconstruire en quelque chose de plus froid, et de plus solide. Le chagrin a un fond. Une fois qu'on l'a touché, on ne peut pas tomber plus bas. Le 4e engrenage a bien failli me coûter tout ce que j'avais construit. Diane m'avait prévenu à maintes reprises, ne lui laisse surtout pas savoir que tu prépares un dossier. Pourtant, après 3 semaines de collecte de preuves, j'ai commis une erreur. J'ai laissé mon ordinateur ouvert sur le comptoir de la cuisine, le temps de monter chercher un pull. Quand je suis redescendu, Gareth était penché dessus, faisant défiler un dossier que j'avais nommé de manière stupide, sans y réfléchir, Dog Divorce. Son visage a pris la couleur du plâtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mentir ne servait plus à rien. Tu sais exactement ce que c'est. Tu as enquêté sur moi? Dans mon dos? Alors que tu es enceinte de mon enfant? J'ai documenté le fait que le père de mon enfant entretient une seconde famille, avec de l'argent que j'ai aidé à gagner. Pendant que j'étais enceinte. Pendant que je m'injectais des hormones dans les toilettes d'une station-service, pour que nous puissions avoir ce bébé. Il a attrapé l'ordinateur, je l'ai récupéré de force. Pendant une seconde terrifiante, j'ai cru qu'il allait le jeter au sol. Au lieu de cela, il s'est effondré sur une chaise de la cuisine, a pris sa tête entre ses mains, et a murmuré, c'est arrivé comme ça. Être enceinte de 26 semaines, ça n'arrive pas comme ça, Gareth. Ça représente 9 mois de choix délibérés. Il n'a pas nié la grossesse. Il n'a pas nié l'appartement, la carte de crédit, ni les meubles. Ce qu'il a dit ensuite fut pire que tout, j'allais te le dire après la naissance du bébé. Du nôtre, je veux dire. Je ne voulais pas te stresser pendant ta grossesse. Il avait planifié le moment de ses aveux en fonction de mon accouchement, de la même manière qu'on planifie une fête surprise. Je suis parti le soir même. J'ai roulé jusqu'à l'appartement de Renata, avec un simple sac de voyage et mes vitamines prénatales. J'ai appelé Diane depuis le siège passager, avant même de sortir de l'allée. Il sait, lui ai-je dit. Alors nous devons agir vite, a-t-elle répondu. Demain matin, à la première heure, nous déposons une demande de gel temporaire des comptes joints. S'il dépense l'argent du couple pour elle, nous devons geler ce qu'il reste avant qu'il ne vide tout. Le 5e engrenage a été l'argent. Diane a fait appel à une experte comptable judiciaire, une femme nommée Priyanka Deshmukh, spécialisée dans la traque des actifs matrimoniaux. Le genre de personne capable de lire un relevé bancaire comme je lis une recette de cuisine, repérant immédiatement l'ingrédient qui n'a rien à faire là. Au cours des 11 derniers mois, nous a expliqué Priyanka, en étalant les relevés bancaires sur la table de conférence de Diane, votre mari a retiré 38 700 $ en espèces et effectué des virements intraçables, qui ne correspondent à aucune dépense commune. Une partie de cette somme est
directement lié au magasin de meubles, au dépôt de garantie de l'appartement. Et à un paiement destiné à une entreprise appelée Baby Bloom Nursery Design. Pour le reste, je continue mes recherches, mais ce ne sont pas des dépenses ménagères, ni des réparations de voitures. C'est une seconde vie. 38 000 $, ai-je répété. Nous avons vidé notre compte d'épargne pour notre dernier FIV. Il m'avait dit que nous ne pourrions pas nous offrir une autre tentative si celle-ci échouait. C'est exactement le type de demande pour dissipation de biens qui renforce votre position, a affirmé Diane. Des fonds communs utilisés pour entretenir une relation extra-conjugale, dissimulée. En plein traitement de fertilité, tout cela pour éviter d'être découvert. Les juges détestent beaucoup de choses, Malène, mais ils détestent particulièrement cela. L'ordonnance de gel temporaire a bloqué les comptes joints en l'espace de 4 jours. Gareth m'a appelé 11 fois 7. Après-midi là. Je n'ai répondu à aucun appel. Renata s'est assise à côté de moi. Sur son canapé, me tenant la main pendant que mon téléphone s'illuminait, sans relâche, sur la table basse, toutes les deux le fixant comme s'il s'agissait d'une créature prête à mordre. Ce qui l'a publiquement anéanti, ce ne fut pas moi, mais Tanya. Curtis avait confirmé, des semaines auparavant, qu'elle croyait fermement que Gareth était divorcé. Il lui avait raconté que notre mariage avait pris fin il y a plus d'1 an, que j'étais une ex refusant de signer les papiers de divorce, et que la maison de Birchwood Lane lui appartenait en propre, louée temporairement à un tiers en attendant que la situation se règle. Elle n'avait aucune idée de mon existence, si ce n'est comme un nom sur de vieux papier qu'il disait périmé. Diane, avec mon accord, a demandé à son assistante d'envoyer une lettre recommandée à Tanya. Rien de menaçant, rien de cruel. Simplement les faits. La lettre confirmait que Gareth Mercer était légalement marié, que son épouse était enceinte de 12 semaines, et que tous les fonds dépensés pour son appartement, ses meubles ou ses frais médicaux risquaient d'être inclus dans une enquête sur la dissimulation d'actifs matrimoniaux. Tanya m'a appelé elle-même, 2 jours plus tard, la voix tremblante. Je ne savais pas, a-t-elle dit avant même que je ne salue. Je le jure devant Dieu. Je n'en savais rien. Il m'a montré un bail à son seul nom. Il m'a dit que vous étiez séparés depuis le printemps dernier. Nous n'étions pas séparés. Nous faisions des FIV, ensemble. Un long silence s'est installé au bout du fil. Puis, elle a dit quelque chose pour lequel je ne pensais pas éprouver de la peine, mais qui m'a touché, c'est le père de ma fille. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je ne sais pas, lui ai-je répondu honnêtement. Mais vous méritez mieux que d'être le secret de quelqu'un. Tout comme moi. Elle a fini par déposer une déclaration sous serment au cabinet de Diane, confirmant la chronologie des faits, l'appartement, les paiements en espèces, et le mensonge sur notre mariage. Ce n'était pas de la vengeance qu'elle cherchait. Mais la même chose que moi, la vérité, enfin exposée là où tout le monde pouvait la voir. Le point culminant de la crise est survenu un jeudi, 4 jours avant la date où je devais soumettre une contre-proposition d'accord par l'intermédiaire du cabinet de Diane. Gareth m'a appelé depuis un numéro inconnu. Son propre téléphone avait apparemment été déconnecté ou détruit. Il m'a dit qu'il avait besoin de me voir en personne, le soir même, sans avocat, juste nous deux. Les conseils de Diane résonnaient dans ma tête, ne jamais le voir seul, ne jamais le voir sans enregistrer la conversation. Je lui ai donc proposé de le retrouver dans un restaurant routier sur la route 9. Un endroit public, équipé de caméras près de la caisse. J'ai indiqué à Renata l'endroit exact où je me trouverais, et j'ai programmé une alarme sur mon téléphone. Si elle n'avait pas de mes nouvelles au bout de 90 minutes, elle devait appeler la police. Il avait une mine affreuse, mal rasée, les yeux rouges, l'image même d'un homme qui n'avait plus aucun endroit où se cacher. Ils vont me licencier, a-t-il dit. Les ressources humaines ont ouvert une enquête. Quelqu'un de la
Comptabilité a signalé des notes de frais. J'avais fait passer une partie des coûts de l'appartement de Tania pour des frais de réception client. Mon estomac s'est à nouveau noué, même si plus rien de sa part ne aurait dû m'étonner. Tu as commis une fraude envers ton propre employeur, pour financer ta liaison. Je n'avais pas le choix, Mel. Les comptes étaient gelés, j'avais besoin de liquidité, et j'ai paniqué. Tu as eu le choix chaque jour durant ces 11 derniers mois, Gareth. Tu as simplement continué à la choisir, elle. Sa voix s'est brisée en prononçant ces mots. Et pendant une seconde terrible, une part de moi, ancienne et fatiguée. Celle qu'il avait aimée pendant 7 ans, qui avait imaginé une chambre d'enfant autour de lui, qui lui avait fait confiance à travers 4 transferts infructueux et un dernier qui avait enfin réussi. A voulu tendre la main à travers la table pour le consoler, malgré tout. C'est de cette partie-là que personne ne vous prévient, pas de la colère. La colère était facile à gérer. C'était ce reste d'amour, surgissant sans y être invité, qui a bien failli me coûter tout ce pourquoi je m'étais battu. Il a tendu la main vers la mienne, à travers la table, et je l'ai retirée avant qu'il ne puisse m'effleurer. J'ai 24 heures pour répondre au RH avant qu'ils ne transmettent le dossier à la division des fraudes, a-t-il poursuivi. Si cela va plus loin, je perds mon emploi, ma licence professionnelle, et peut-être pire. J'ai besoin que tu dises à Diane de ralentir, s'il te plaît, pour le bien du bébé. C'était à nouveau là, la même manipulation, déguisée en bienveillance, dans laquelle j'étais tombé des centaines de fois en 7 ans. Ralentir pour le bébé, rester silencieuse pour le bébé. Chaque demande venait toujours s'enrouler autour de l'enfant, l'utilisant comme un otage. Le bébé. Ai-je répondu, est précisément la raison pour laquelle je ne ralentirai pas. Je ne vais pas élever un enfant en lui donnant le spectacle d'une mère qui s'efface, pour que son père puisse préserver son confort. Je l'ai laissé assis sur sa banquette. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Cela m'a surprise, car j'avais passé 3 ans en traitement de fertilité, apprenant à espérer contre toutes les statistiques médicales. Et là, sur le parking de ce restaurant, j'ai réalisé que j'avais enfin cessé d'espérer. Pour lui. Je n'espérais plus que pour notre avenir. La suite des événements s'est accélérée, comme toujours lorsque la vérité cesse d'être un secret pour devenir officiel. L'employeur de Gareth, un distributeur de matériel médical, l'a licencié 11 jours plus tard pour fraude. Aux notes de frais, après que leur enquête interne a corroboré près de 9 000 $ de remboursement falsifiés. Le rapport d'expertise comptable de Priyanka, combiné aux conclusions de l'entreprise, a été directement intégré à notre dossier de divorce, comme preuve supplémentaire de dissipation de biens. Diane a lancé la procédure officielle de divorce, en y joignant les documents relatifs à la faute financière, le rapport d'expertise de Priyanka, les comptes rendus de surveillance de Curtis, la copie certifiée de la déclaration sous serment de Tania, et les captures d'écran des messages que je n'avais plus eu besoin de chercher, car il avait alors cessé de se cacher. Il n'y avait plus rien à dissimuler. Lors de la conférence de règlement à l'amiable, le propre avocat de Gareth lui a conseillé de l'accepter, plutôt que de risquer un procès où le juge verrait l'ensemble des malversations financières. Il a consenti à un accord me cédant la maison, celle que nous avions achetée ensemble, celle où j'avais pleuré sur le sol de la salle de bain. Après chaque échec de traitement. J'ai également obtenu la majeure partie de notre épargne restante. Cette somme, combinée au fonds que Priyanka avait tracé à travers ses remboursements frauduleux, a permis de restituer la quasi-totalité de ce qu'il avait détourné. Il a conservé un droit de garde partiel, soumis toutefois à des exigences de stabilité qu'un évaluateur du tribunal des affaires familiales devait contrôler. Durant la première année, compte tenu de la plainte pour fraude en cours et de l'instabilité financière liée à la perte de son emploi. L'évaluatrice, une travailleuse sociale clinicienne agréée nommée Marisol Fanti,
qui gérait les évaluations de garde pour le comté depuis près de 10 ans, m'a reçu 2 fois. En entretien, et Garrett 3 fois, avant de rendre ses recommandations. Je ne suis pas là pour le punir de sa liaison, m'a-t-elle dit clairement. Dans son petit bureau où chaque meuble portait une boîte de mouchoirs. Le tribunal des affaires familiales ne fonctionne pas ainsi, et honnêtement, c'est mieux ainsi. Je suis là pour évaluer s'il est capable d'offrir un environnement stable et honnête à votre fille. La fraude financière m'inquiète davantage que l'infidélité. Elle révèle une propension au mensonge sous la pression, et cela concerne l'éducation d'un enfant, d'une manière bien différente des peines de cœur. Son rapport préconisait des visites supervisées durant les 4 premiers mois, évoluant vers un droit de visite classique sous réserve d'un parcours professionnel stable et du suivi d'une thérapie de gestion financière. Le juge a repris ses recommandations presque mot pour mot. Garrett a plaidé coupable pour délit de fraude aux notes de frais afin d'éviter un procès criminel, a remboursé son ancien employeur, et est ressorti de la salle d'audience avec un casier judiciaire qui apparaîtrait désormais lors de chaque vérification d'antécédents. Tania, de son côté, a entamé une action séparée en recherche de paternité et en pension alimentaire. Elle n'avait rien demandé de ce qui lui arrivait, et elle refusait de le laisser se soustraire à ses responsabilités comme il avait tenté de le faire avec les miennes. J'ai mis au monde ma fille, par un mardi matin de mars. Elle pesait un peu moins de 3 kilos, avec une chevelure noirée abondante. Je l'ai serrée contre moi dans une chambre de maternité où il n'y avait absolument rien de caché, aucun dossier secret, aucun deuxième prénom. Aucune double vie tapie derrière la porte verrouillée d'un cabinet médical. Je l'ai prénommée Adira. Cela signifie forte, puissante, noble. Renata a pleuré. Quand je lui en ai révélé la signification, et je crois que j'ai pleuré encore. Plus fort qu'elle. Un an plus tard, j'étais assise dans le cabinet du docteur Ansari pour la visite de contrôle d'Adira. Elle était devenue la spécialiste recommandée par notre pédiatre pour tout suivi particulier, et au fil du temps. Elle était aussi devenue une sorte d'amie. Je ne vous ai jamais remercié comme il se doit, lui ai-je dit, tout en regardant Adira mâchouiller un anneau de dentition sur mes genoux. Pour ce que vous avez fait ce jour-là, vous auriez pu perdre votre emploi. J'ai failli le perdre, a-t-elle admis. L'ordre des médecins s'est penché sur mon cas. Finalement, ils ont conclu à un manquement à l'éthique avec des circonstances atténuantes. J'ai moi-même signalé l'incident avant que quiconque ne porte plainte, et je n'avais rien révélé d'autre qu'un numéro de téléphone partagé. Aucun détail médical. J'ai reçu un blâme officiel, qui reste inscrit à mon dossier, mais cela en valait la peine. Pourquoi? Elle a contemplé Adira un long moment avant de répondre, parce que j'ai vu défiler des femmes dans des pièces comme celle-ci pendant 20 ans. La plupart du temps, lorsqu'elles découvrent la vérité, il est déjà trop tard pour faire autre chose que la pleurer. Vous aviez encore le temps de choisir une autre voie. Je ne voulais pas être celle qui vous privait de cette chance. J'y repense souvent. La vérité ne s'est pas révélée à moi par un coup de théâtre spectaculaire, mais parce qu'un médecin a décidé que l'honnêteté importait plus que son propre confort. Les 2 semaines de surveillance discrète de Curtisol m'ont offert un sol sur lequel me tenir debout, alors que je pensais que tout s'effondrait sous mes pieds. Priyanka Deshmukh a su lire des colonnes de chiffres pour y déceler une double vie entière. Quant à Diane Okafor, jamais. Elle ne m'a laissé m'excuser d'exiger ce qui me revenait de droit. Garrett voit Adira un week-end sur 2 désormais. Les visites ont été surveillées durant les premiers mois, puis sont devenues libres après l'accord de l'évaluatrice du tribunal. Il est poli lors des transitions, plus silencieux qu'auparavant. J'ignore s'il s'agit de honte, d'épuisement, ou simplement de ce qu'il reste d'un homme qui a passé un an à bâtir une vie parallèle, au lieu d'assumer celle qu'il avait déjà. Tania et moi nous écrivons parfois. Maintenant. Des messages prudents, pratiques, concernant les plannings de garde.
qui se chevauchent de temps à autre, ou pour savoir quel pédiatre accepte-t-elle. Mutuelle. Ce n'est pas de l'amitié, et je ne pense pas que cela le devienne. Jamais. Mais il existe entre nous une solidarité étrange, silencieuse, que je n'aurais jamais soupçonnée, deux femmes qui ont fait confiance au même homme. Avec la même certitude absolue, et qui en sont sorties en choisissant la vérité. Plutôt que la version confortable qu'il nous proposait à chacune. Sa fille s'appelle Willow. J'ai vu sa photo une fois, lors d'une transition. Alors qu'elle dormait dans son siège auto. Je n'ai ressenti qu'une tendresse. Fatiguée, un peu douloureuse, pour cette petite fille qui n'avait rien choisi d'eux. Tout cela elle non plus. Je ne le hais plus. Certains jours, je ne ressens plus rien du tout à son égard, ce qui constitue peut-être une forme de justice en soi. L'homme qui occupait autrefois chaque recoin de mes pensées remplies. Aujourd'hui à peine un dossier cartonné, dans les archives des affaires classées. Du cabinet de Diane. La semaine dernière, Adira a fait ses premiers pas sur le sol de notre cuisine. Ce même sol où je me tenais autrefois, une photo d'échographie appartenant à une inconnue à la main, tandis que mon mari mangeait un sandwich et que ma vie entière s'effondrait. Elle a vacillé, a ri, puis s'est jetée dans mes bras. Je l'ai rattrapée. C'est toute l'histoire, en réalité, résumée en une seule phrase. Tout s'est écroulé, mais j'ai su préserver ce qui importait le plus. Si vous m'avez lu jusqu'ici, merci. Elle est en sécurité maintenant, et c'est tout ce qui compte.